Alors ici, je vais voir le changement de repère en 3, orthonormé en 3 dimensions. En 3D, attention, je suis en 3D ici, parce que j'ai fait la 1D, 2D, maintenant je suis en 3D. Et effectivement, là, le but de ces vidéos, c'est de voir le robot manipulateur qui lui travaille en 3D. Hein. Il travaille en 3D. Donc la 1D, 2D, c'est pour expliquer la 3D, tout simplement. Je suis descendu bas pour expliquer la 3D. Quand je dis bas, c'est pour comprendre voilà les changements de repères, changement d'origine, changement de base. Si on travaille avec un repère rectangulaire, qu'est-ce que ça devient? Voilà. Et tout ça, c'est du travail matriciel. Je vous le dis tout de suite, c'est du travail matriciel. Donc, on va configurer, je veux dire, la vue d'esprit. Le travail du robot va être entrevu comme tout simplement l'application euh, de matrices, la mise en œuvre de matrices, c'est ça que je veux dire. On va mettre en œuvre des matrices, et donc l'application, le travail effectué par le robot manipulateur, mais engendrera toute une panoplie de matrices qui sont de l'ordre des matrices en 3 dimensions. 3 dimensions. Par exemple, je pense à un robot manipulateur qui vient mettre en peinture un véhicule via un compresseur et de la peinture, bien sûr, qui va propulser, éjecter de la peinture pour pouvoir peinturer le véhicule, mettre en peinture le véhicule. Ben, il faut que le robot puisse le travailler, manipuler voilà, le lanceur par certaines actions mécaniques, voilà, avec des degrés de liberté, comme si une main venait elle-même mettre de la peinture, non pas au pinceau, mais via un compresseur. Donc il faut faire les actions nécessaires pour manipuler, pour avoir voilà, la peinture qui se met, je veux dire, qui se met en surface, voilà, correctement, faire des allers-retours de droite à gauche, etc. Et ben, tout ça, pour manipuler tout ça, mais le robot doit être articulé. Le robot est articulé, donc il aura sûrement des mouvements de translation possibles, des mouvements de rotation possibles, et tout ça dans l'espace. Donc on va manipuler, si vous voulez, tout sera une gestion voilà, de repères en rotation ou en translation, peu importe. Voilà. Et donc il pourra avoir plusieurs organes, comme un être humain, plusieurs organes. Hein. Voilà. Un être humain n'a pas qu'un seul organe de locomotion. Les organes de locomotion qui sont les pieds, les mains, etc., qui permettent de bouger, voire la tête. Tout le squelette est en grosse partie articulé. Et donc qui permet de faire des mouvements, donc des manipulations. Et donc le robot, ben, on copie ce que fait l'être humain, ben, on essaie de faire en sorte que le robot fasse des actions que l'être humain est capable de faire. Bon, donc ici, changement de repère orthonormé en 3D. Alors je vous rappelle que... bon, je vais le voir en 3D. On va le voir en 3D. Voilà, je prends un repère. O, E1, E2, E3, puisque je suis en 3D. Alors, j'aurai un repère R' dont je ne bouge pas comment on appelle ça, l'origine, mais le repère devient E1', E2' et E3'. Donc il y a voilà, une modification au niveau de la base, des bases, c'est-à-dire bah, ici on aura voilà, un changement de base. On aura un changement de base. Et donc, si j'écris la matrice de changement de base, bon, tout d'abord, j'aurai A1, 1. Alors, il suffit d'aller voir un petit peu ce qu'il y a ici. Hein. Ça va ressembler un petit peu à ça. Simplement, à la place d'avoir deux composantes comme ça, j'en aurai 3. Et là, il y aura X, Y, Z si vous voulez.
Voilà, on va se retrouver avec du x, y, z. Donc, l'astuce, c'est de trouver une matrice, voilà, qui fait correspondre à x', y', z'. Voilà une transformation matricielle. Transformation matricielle. Et justement, cette transformation matricielle peut être vue comme ceci. Donc on a, si je prends un vecteur E1, E1', je m'excuse, E1', E2', et E3', ils seront vus dans le repère E1, E2 et E3, E1, E2, E3, E1, E2, E3. Ils sont vus dans E1, E2, E3. Alors ici, je peux directement mettre qu'on aura A11, je me sens plus s'il n'allait pas là-bas. Il est là. Donc on aura A11, E1, A21, E2, A3, 1, E3. A, 1, 2, A, 2, 2, A, 3, 2, A, 1, 3, A. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est 2. Voilà. Là, je vais faire les additions. Voilà comment est vu E1', E2', E3' dans le repère E1, E2, E3. Alors, je vais considérer ici que on a un repère orthonormé et que les vecteurs sont normés. Les vecteurs E1' est normé. Donc ça veut dire sa norme elle vaut 1. La norme de E'1 égale 1. La norme de E'2 égale 1. Et la norme de E'3 égale 1. Bon, ça c'est une chose. Donc ce que je pourrais écrire, je pourrais écrire que A11 au carré plus A21 au carré plus A31 au carré, racine carrée, égale 1. Ce qui veut dire que A11 au carré plus A21 au carré plus A31 au carré égale 1. Et donc,
Ça, c'est bien sûr, c'est E carré. C'est E carré qui vaut 1. Genre, voilà. Parce que ça, c'est E1. E1 prime. En norme. Hein. Voilà, en norme. Et là, c'est E1 prime. Bon, de toute façon, ici, si je mets au carré, je vais directement voir la norme. Parce que c'est E1 fois E1, ben, je vais avoir un produit scalaire. Donc je peux mettre les C, si vous voulez, la flèche. Parce que ça va donner un scalaire. Hein, c'est E1 fois E1 en vecteur. Bon, et je pourrais écrire que E2', c'est A12 au carré plus A22 au carré plus A32 au carré, racine carrée, égale 1. A12 au carré plus A22 au carré plus A32 au carré égale 1, c'est la norme de E2 au carré. La norme de E3, A13 plus A23 plus A33, et sa norme elle vaut aussi 1, parce que donc les trois vecteurs sont normés. Pour norme 1, une norme unitaire. Donc A13 au carré plus A23 au carré plus A33 au carré, c'est égal à 3, enfin c'est égal à 1, c'est la norme au carré de 3 carré. Voilà. On a affaire à tous des vecteurs normés. En plus de ça, deuxième chose, les vecteurs, ben, on a affaire à une base orthonormée. Alors je viens de dire que bon, même la composition, le changement de repère, il sera normé. On part d'un repère orthonormé vers un repère orthonormé. Donc ce qui veut dire que la transformation, on aura une matrice orthogonale. C'est ça que je veux dire. Alors, le produit scalaire des, on va dire, E1' fois E2', c'est 0. Parce qu'il est orthogonal. E1' fois E3', c'est 0, parce que c'est orthogonal. Et E2' par E3' égale 0. Voilà, donc on peut dire que on a affaire à une matrice orthogonale. Donc la matrice de changement de base, comment va-t-elle être? Elle va être orthogonale. Pourquoi? Parce que justement, regardez bien, si je mets A1, A2, première ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, troisième ligne, troisième ligne, troisième ligne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, première colonne. Je me suis complètement trompé parce que c'est pas la colonne 1, 2, 3, c'est colonne 1. Colonne 1, colonne 1, colonne 2, colonne 2 et colonne 3. Alors ça, c'est la matrice de transformation, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh ben, on a une matrice orthogonale. Pourquoi? Pourquoi on a une matrice orthogonale? Ben justement, à cause que c'est un repère orthonormé. C'est-à-dire qu'on a une norme. Et par définition, regardez bien, bon, si je reprends ceci, bon, ça c'est une transformation quelconque, de base quelconque, hein. C'est une base quelconque, mais en 2D. Alors ça, je vais effacer, j'en ai plus besoin.
je reviens ici. Là, je fais une transformation alpha, bêta, gamma, enfin alpha, bêta, ouais, delta. On a une matrice de 2, c'est normal parce qu'on est en 2D. Et je vais rechercher ces alpha, bêta, delta pour une matrice orthogonale. C'est-à-dire pour une base rectangulaire. Une base rectangulaire, on aurait une matrice orthogonale. On a, on va dire, comment on appelle ça, un repère orthonormé qui va donner une matrice orthogonale. Alors je cherche alpha, bêta, gamma, enfin alpha, bêta, delta. Je les cherche, donc ici j'ai plus besoin. Je vais effacer. Ici, je fais la transformation en 2D d'une matrice, enfin d'un repère orthogonal pour trouver une matrice orthogonale. J'efface. Voilà, et là je trouve la matrice orthogonale. Alors, comment je démontre qu'elle est orthogonale? Voilà, je vais effacer. Je prends cette matrice. Elle doit répondre à une définition. Alors, on a des types de matrices. Hein. Les types de matrices, on peut avoir des triangulaires supérieurs, inférieurs, symétriques, antisymétriques, régulières, hermitiennes, intermitiennes, etc. Mais il existe des matrices orthogonales. Bon, j'efface. Alors, à quoi répond une matrice orthogonale? Eh bien, à ceci. Alors, vous voyez que quand c'est égal à 1, en fait, vous avez compris que c'est la norme. Si c'est égal à 1, vous avez affaire à une matrice normée. Mais attention qu'il faut que ça le soit pour les lignes et pour les colonnes. Et quand vous voyez là-bas, avec J différents de K, qu'est-ce que c'est? C'est le produit scalaire. C'est le produit scalaire qui s'annule. Et donc, maintenant, si j'applique ça à la 2D, à la 2D, voilà, j'applique ça à la 2D, là, on a bien le produit scalaire. Voilà. En ligne, enfin, la norme, je m'excuse, la norme. La norme qui vaut 1 en ligne. Voilà, la norme vaut 1 en ligne. Mais ça c'est pour une matrice de 2, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, je repasse par une matrice de 2 pour expliquer ça. Ensuite, la norme, elle vaut 1 aussi enfin, si c'est en ligne et l'autre c'est en colonne, je m'excuse. La norme, voilà, ça c'est en colonne. La norme, elle vaut 1 en colonne. Voilà, la norme doit valoir 1 en ligne. Parce qu'ici, il y a 4 critères. Hein. La norme doit valoir 1 en ligne. La norme doit valoir 1 en colonne. Voilà. Et puis, le produit scalaire doit être nul. Le produit scalaire doit être nul. Alors ici, j'ai fait un cas de figure ici. Voilà. Ça, c'est le produit scalaire. Alors, bien sûr, il faut éviter K différent de I, parce qu'en ce moment, on n'obtient pas un produit scalaire. Hein. Voilà, donc c'est A22, A21 fois A11, A21 fois A1, plus A22 fois A12. Voilà, ce sont des produits scalaires. Et ça, il s'annule. Le produit scalaire, il s'annule. Donc, ici, je prends A21 A21 non, je m'excuse. Deuxième ligne, première colonne, il est là. Deuxième ligne, première colonne, il est là. A11, première ligne, première colonne, il est là. Voilà. Plus. Deuxième ligne, deuxième colonne. Et là, vous reconnaissez un produit scalaire. Parce que vous faites les... c'est la somme des produits des composantes de même nom. Alors, soit vous travaillez comme ceci, le produit de ces deux-là, voilà, plus le produit de ces deux-là. Ça doit faire 0. Bon, maintenant, pour l'autre,
qui est là. C'est aussi le produit scalaire, mais là c'est A11, A12, donc c'est le produit scalaire comme ceci. Voilà. Plus le produit scalaire comme ceci. 2, 1. Là. Donc le produit scalaire il doit être nul. Il doit s'annuler aussi bien en ligne qu'en colonne. C'est ça les définitions ici. Définition ici, c'est que là, on doit avoir une norme. Ça doit être normé aussi bien pour les lignes que pour les colonnes. Et ici, le produit scalaire doit être nul, aussi bien pour les lignes que pour les colonnes. Donc, ce qui veut dire que si je prends ma matrice ici, que j'ai mis là, ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, si je fais les carrés de ceci, ça fait 1. La somme des carrés fera 1. La somme des carrés de ceci, ça fera 1. La somme des carrés de ceci, ça fera aussi 1. Alors maintenant, la somme des carrés comme ceci, ça fera 1. La somme des carrés comme ceci, ça fera 1. La somme des carrés comme ceci, ça fera 1. Ensuite, vous devez avoir le produit scalaire. Ça fois ça fois ça. Plus ça fois ça fois ça. Plus ça fois ça fois ça. Ça fait 0. Mais, on peut avoir aussi... bon, ça je l'ai fait en colonne. Je peux le faire en ligne aussi. Celui-là fois celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là fois celui-là, ça fait 0. Donc, les produits scalaires doivent valoir 0 et les normes, le carré des normes, la somme des carrés des normes doit valoir 1. En ligne et en colonne. Hein. Et là, quand vous avez ça, vous avez voilà, une matrice. On va dire la matrice là, elle est orthogonale. La matrice là, elle sera orthogonale. Alors, si elle est orthogonale, à ce moment-là, je vais dire que la matrice A, je vais l'appeler A. A, c'est la matrice. Deuxième ligne, troisième ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première colonne, deuxième colonne et troisième colonne. Bon, si j'appelle cette matrice là, ben, elle sera orthogonale. Du fait des hypothèses que j'ai prises au départ, que voilà, mon repère il est orthonormé, et que le changement de repère, le nouveau repère, il est orthonormé aussi. Donc la matrice ici, elle sera orthogonale. Et donc là, ça va impliquer des propriétés matricielles. Donc ça implique que les vecteurs colonnes et les vecteurs lignes sont normés. Hein. Ça, vous le savez très bien, parce que j'ai dit que la somme des carrés valait 1 et que les produits scalaires valaient 0. Et donc, comme il est orthogonal, ben, on a une propriété sur la matrice. T de A transposé de A fois A est égal à l'identité. Ce qui veut dire que là, on peut dire, on va dire que A-1, la matrice inverse, vaut tout simplement, il suffit de chercher la transposée de A. La transposée de A va donner la matrice inverse. La transposée de A va donner la matrice inverse. Et ça, une matrice comme ça, c'est une matrice orthogonale. Mais on le savait qu'elle était orthogonale. On sait qu'elle est orthogonale. Mais les matrices orthogonales permettent quand on a ça, comment on sait qu'elle est orthogonale? On le sait parce que je vous ai mis toutes les hypothèses. Que voilà, on avait un repère 3D orthonormé, une transformation, changement de base,
en repère 3D orthonormé aussi. Donc, on a la propriété des matrices orthogonales qui est ici. Et donc, on peut dire que on peut trouver facilement l'inverse, qui est tout simplement la transposée de la matrice. Il n'y a pas besoin de chercher l'inverse de la matrice, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de chercher l'inverse de la matrice par une méthode d'inversion. Mais plutôt, vous allez chercher juste à transposer la matrice, vous avez l'inverse. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, vous aurez compris que moi, je passais par les cosinus directeurs. Hein. A1, A2, A3, ce sera tout des cosinus. Hein. C'est une matrice en cosinus. Parce que je prends les cosinus directeurs ici. Hein. Parce qu'on a la norme qui fait 1, donc j'aurai tous les cosinus directeurs ici. C'est ça, une matrice en cosinus. On aura tous les cosinus directeurs. Bien sûr, c'est les cosinus directeurs dans le repère R. Hein. Alors si je prends ici par exemple le premier cas, A1, 1, A2, 1, A3, 1, ça, c'est les, on va dire, celui-ci, la branche ici. Ça, c'est les cosinus directeurs de E1 dans R. Enfin, je m'excuse, de E1' dans le repère R. Voilà. Alors si je mets la deuxième colonne, c'est A1, 2, 3, 2, 2, 2. Ça, ce qui est ici, ça représente la même chose. Ce sont les cosinus directeurs de E'2 dans R. Et le troisième, ça va être le même. Donc je vais réécrire la même chose. Petit instant. Il faut que j'écrive aussi. Il ne faut pas que je parle plus vite que ce que je fasse. Ce que j'écris. Donc on a la matrice A. 1, 2, 3. 3, 3, 3. Donc ça, ce sont les cosinus directeurs, cosinus directeur, cosinus directeur. Alors, cosinus directeur de E1' dans le repère R, de E2' dans le repère R, et de E3' dans le repère R. Alors, on manipule directement les cosinus directeurs. Pour être simple, ce sera les cosinus directeurs. On va dire ça comme ça. Ce qui me permettra, je veux dire, de sauter directement à la variance vectorielle.
par après. Je vous remercie.